Cela commence en 1645 avec Blaise Pascal et la machine à calculer, la pascaline, qui est capable de faire des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions et gère les retenues. C'est la première machine qui réfléchit à la place de l'homme. Puis on saute à 1941 avec Alan Turing qui déchiffre Enigma. En 1947, Einstein précise « Mes connaissances en mathématiques ne me permettent pas de résoudre les problèmes humains ». En 1950, von Neumann et Alan Turing passent du décimal, qui traitait les valeurs de 0 à 9, au binaire, 0 ou 1, qui s'appuie sur l'algèbre booléenne, traitant des chaînes plus ou moins importantes de 0 ou de 1. En 1956, le Dartmouth College, financé par le Rockefeller Institute, est considérée comme fondatrice de la discipline IA. John McCarthy du MIT. En 1965 est créé Dendral qui permet l'analyse moléculaire. En 1972, Mycin diagnostique la maladie du sang. Et on assiste à la première création de moteurs d'inférence d'ordre 0, 0 plus 1, puis plus tard d'ordre 2. En 1980, début de l'engouement pour les SE, systèmes experts. 1990, fin de l'engouement car trop coûteux, trop lourd à gérer, au-delà de 300 règles, et les experts craignaient d'être licenciés. En 2000, mise en sommeil de l'IA face au big data, notion de cube exemple, les tableaux croisés dynamiques d'Excel ou les cubes OLAP. En 2003, plusieurs universités canadiennes et américaines démarre un programme de recherche pour remettre au goût du jour les réseaux neuronaux. En 2010, accès à des volumes massifs de données, Deep Learning. 2013, mise en avant des réseaux neuronaux. Aujourd'hui, la connexion possible entre 3000 neurones, alors qu'il en existe des milliards. En 2015, OMIA, André Angotti crée de nouveaux concepts en IA, les règles dominantes et l'effet dominant. Détection des contradictions, des répétitions, des oublis et sophismes dans les raisonnements. 2016, l'approche est devenue empiriste. Les ordinateurs découvrent seuls par corrélation et classification, basés sur une quantité massive de données. En 2022, ChatGPT-3 d'OpenAI, gratuit jusqu'en 2023, prend en charge du texte. Aujourd'hui, ChatGPT-4 version payante prend en charge texte et images. Apprentissage automatique grâce à la mise au point d'algorithmes capables d'apprendre à partir de données et d'améliorer leur performance au fil du temps. Début des réseaux neuronaux profonds. Alors, concernant justement la rétention d'informations aux États-Unis, il y a un exemple dont j'ai entendu parler qui est assez significatif. C'est que si vous tapez sur ChatGPT qui a inventé l'avion, comme ça vient des États-Unis, c'est les frères Wright. Le problème, c'est que c'est Clément Ader qui a déposé des brevets juste avant. Clément Ader, ils n'en parlent pas. Ça veut dire qu'on est dans une situation où qui détient l'information. C'est-à-dire que rien n'empêche à partir du moment où vous êtes le créateur d'une information de dire celle-là, je ne la connais pas, et elle va apparaître ensuite en fonction des questions qui sont posées. Donc sur le sujet, je dirais qu'aujourd'hui, on parle justement du rapatriement de certaines bases de données en Europe pour que justement on garde la maîtrise de ces outils. En ce qui me concerne pour le logiciel dont je vous ai parlé de système expert, le logiciel n'est pas censé être sur Internet. Il est la propriété de l'entreprise pour justement éviter certaines déviances. Alors, je voudrais juste un petit détail à apporter un petit bémol, c'est que là, on est sur les collectivités territoriales. Je vous confirme. Non, il est 10h10. Ouais, c'est bien. Je suis content, je suis dans la bonne salle, ça va, je ne me suis pas trompé. C'est ça. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai toujours fait, parce que j'ai conseillé beaucoup de mairies, j'ai travaillé beaucoup de mairies avec beaucoup d'entreprises. Et j'ai toujours considéré qu'on était dans deux univers totalement différents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner IA dans les collectivités territoriales comme on raisonne IA dans les entreprises.
La collectivité territoriale, pour ceux qui sont intéressés aux travaux de Crozier, c'est une collectivité où, en définitive, vous avez déjà un point très important, dont on parle beaucoup, c'est que quand quelqu'un est dans la collectivité, eh ben, il ne part pas comme ça. C'est une personne qui reste. Si la personne est un élément moteur, super. Si la personne est un frein, eh bien, vous devez faire avec. C'est-à-dire que vous avez des contraintes au niveau collectivité territoriale que l'entreprise n'a pas. Donc j'aurais tendance à dire, quand on parle IA collectivité territoriale, c'est un sujet en soi. Ce n'est pas l'IA d'une manière générale. Okay. En ce qui me concerne, je conseillerais surtout de savoir quelles sont les limites de l'application. Je vais vous prendre un exemple très simple que j'ai vécu. Il y a une mairie me demande d'intervenir pour régler un problème de cantine parce que soit il faisait ce que l'architecte avait proposé, qui était de doubler la surface de cantine parce qu'il y avait une augmentation du nombre d'enfants. Et ils me disent, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver autre chose? Bon, je réfléchis, je dis, écoutez, j'ai une solution que je n'ai jamais appliquée, mais enfin bref. Donc là, j'ai cassé un code pour trouver la solution, qui était de dire pourquoi les grandes sections de maternelle fonctionnent avec les grandes sections de maternelle. Parce qu'on sait très bien que les grandes sections de maternelle sont les petites coques des maternelles, comme les CM2 sont les petits coques qui gèrent le bon. Et j'ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer un nouveau concept, c'est qu'on va avoir 3 entités, les petites sections, moyennes sections, une autre entité qui sont les grandes sections et les CP, et ensuite les autres. Ça a permis de créer des flux tout à fait différents, mais ça a permis aussi de dédramatiser la relation pour le périscolaire et d'avoir beaucoup plus de calme et d'avaler en un temps record, en gagnant du temps, sur le temps de repas. Oui, ça veut dire que là, je dis simplement, à quel moment l'IA empêche de réfléchir. C'est-à-dire à quel moment on décide qu'au fond, c'est l'IA qui va réfléchir à notre place et qui va nous empêcher d'enfreindre certaines règles ou de se dire, bon, ça ne s'est jamais fait. L'IA ne nous donne pas, et ça ne s'est jamais fait, donc on ne fait pas. Les systèmes évoluent parce qu'à un moment donné, on enfreint la règle. À un moment donné, on fait quelque chose qui ne s'est jamais fait. Donc pour moi, au niveau des collectivités, la limite, c'est de se dire, est-ce que j'ai réfléchi à autre chose, ou est-ce que l'IA devient un support pour faciliter ma réflexion, pour me donner des informations qui contredisent de manière indubitable l'idée que j'ai, ou qui me laisse une porte ouverte vers quelque chose de nouveau. Je voulais juste rappeler un point, c'est que une collectivité, c'est un maire, un conseil municipal et les agents de la collectivité. Le problème aujourd'hui, c'est que on a le sentiment que les DGS travaillent sur la stratégie que doit avoir la mairie en termes d'IA. C'est clair, vous avez juste. Si ce n'est que je ne suis pas d'accord. Mais ça, on se l'est dit qu'on n'était pas d'accord, André aussi. Ouais. Parce que si on attend toujours le maire ou les élus, ça fait longtemps qu'on aurait disparu. Voilà. Oui, de toute façon, c'est ce que je considère, c'est que de toute façon, vous êtes des professions que j'appelle invisibles, c'est qu'on se rend compte que vous existez le jour où vous êtes absent. Merci. Merci André de le Donc, le problème qui se pose, il est à 2 niveaux. Il est au niveau du maire qui, lui, définit une stratégie. Alors, il y a des très bons stratèges. Il y a des très bons stratèges. Pour le reste, vous devez vous en arranger. Et il y a un autre aspect, c'est que dans les collectivités, le problème qu'on a, c'est qu'il faut redescendre au niveau de l'individu. C'est-à-dire que ce n'est pas le moteur qui va faire quelque chose, c'est que dans une collectivité, quand quelqu'un a envie de bloquer, il peut le faire de manière très sournoise, très discrète. Et c'est très difficile à gérer derrière pour les DGS, les secrétaires généraux. J'ai eu des conflits à gérer. Moi, j'ai eu un maire un jour, un DGS qui m'appelle en fin du soir. Il me dit, si vous avez tant soit peu d'amitié, est-ce que vous pouvez me répondre? Je ne sais plus ce que je peux faire. Bon. C'est-à-dire que vous êtes dans des situations assez dramatiques. Le problème que pose pour moi l'IA, c'est comme tout ce que j'ai connu à travers les années 80 et ainsi de suite, sur l'arrivée de l'informatique, et ainsi de suite.
c'est qu'il ne faut pas que les collectivités croient qu'elles vont régler des problèmes d'organisation avec l'IA. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que l'IA doit être pensée en amont. On ne décide pas tout d'un coup de mettre de l'IA sur tel ou tel sujet, c'est quel sujet, mais quelles sont les personnes qui vont traiter le sujet. Parce que vous avez des personnes, on n'a pas d'outil. Enfin, personnellement, je travaille sur un outil avec un outil qui est quelles sont les qualités cachées pour certaines personnes. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des qualités, ils ne s'en rendent même pas compte. Et ces qualités-là sont des qualités premières pour permettre à l'IA de fonctionner. Donc il y a un travail de fond en amont qui est à la fois au niveau de la stratégie du maire, bon ça pour les DGS c'est un peu bonheur, et ensuite il y a un travail à faire en aval au niveau de l'individu qui compose l'équipe que le DGS doit gérer. Le métier à tisser est arrivé, ça a été la disparition d'emplois, ils ont cassé des métiers à tisser. Quand Ford a commencé son automatisation, il y a eu des dommages avec certaines choses. De toute façon, on est contraint par la nécessité qu'a l'homme de créer et d'inventer. Après, le problème, c'est comment on va faire. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait des CAP de personnes qui sont capables de cercler des roues en bois. Bon. Donc, le problème que pose l'IA, par exemple, il y a un métier moi, dont je défends l'existence depuis des années, c'est le métier de cogniticien. Donc c'est le métier de cogniticien. Oui, moi je l'ai entendu, mais c'est-à-dire que c'est mysticien. Voilà, ça c'est la personne qui peut être une excellente interface pour permettre à d'autres personnes d'exprimer ce qu'elles ont en tête, d'exprimer leur façon de travailler, mais c'est une personne qui va avoir des compétences aussi bien en ressources humaines, en informatique, dans pas mal de domaines, et qui va être le lien entre l'individu sur le terrain et l'arrivée de l'IA. Donc il y a énormément de métiers qui vont se créer, mais être angoissé par le fait que des métiers vont disparaître, c'est lié au fait qu'on soit des humains. Donc c'est juste une précision. J'ai eu donc à travailler pour beaucoup de mairies, et il y a un gros manque dans les mairies, c'est lorsque je demande d'avoir la définition des missions de la personne, j'ai la fonction, j'ai la mission, les tâches sont perdues dans une explication très générique. C'est-à-dire qu'on ne descend pas, ça demande un certain travail, on ne descend pas au niveau de la tâche, comme vous le disiez, où justement on va pouvoir identifier très précisément le gain qu'on va pouvoir avoir au niveau de cette tâche. Et on a tendance à trop regrouper, mais c'est vrai que c'est un travail de fond qui demande un certain temps et qui demande une certaine participation pour aller plus en détail. Ce que je voulais préciser au niveau pour répondre à votre question, je reviens sur ce que je vous disais, c'est à quel moment on délègue à l'IA la capacité à décider pour nous. C'est-à-dire que quand vous faites un budget, ben le budget il évolue dans l'année. Vous avez il y a eu, je crois, un gros problème en 2022 avec les Russes, voilà, bref. Tout d'un coup, vous devez tout changer. C'est-à-dire que en 73, quand est arrivé le doublement du prix du pétrole, ça a été une catastrophe. Le vrai problème, c'est que si on prend au pied de la lettre ce que l'IA dit, on arrête de faire une chose fondamentale, c'est de créer des scénarios. Et qu'est-ce qui se passe si, qu'est-ce qui se passe? Là où l'IA va être très productive, c'est que si j'ai un scénario X, Y ou Z, je vais aller pomper dans l'IA des informations pour voir si mon scénario tient la route ou si je dois le faire évoluer. Mais gardez à l'esprit que c'est vous qui gérez le système. Sinon, c'est 2001 en cet espace. Vous vous rappelez le moment où le robot prend la main et dit que la décision de l'homme n'est pas la bonne, donc c'est lui qui se charge de prendre la décision. Personnellement, je reviendrai sur 3 exemples en termes d'organisation. J'ai eu à gérer une collectivité comme la vôtre. Un jour, je réunis tous les agents de la collectivité, je explique ce qu'on va faire, ainsi de suite. À la fin, je dis, est-ce qu'il y a une question? Il y a une dame qui lève la main qui me dit, monsieur, est-ce qu'on pourrait avoir une prime? Je dis, oui. Prime pourquoi? Vous comprenez, parce que moi, j'arrive à l'heure et je pars à l'heure. J'ai dit, écoutez, je suis désolé, mais c'est dans le contrat, ça. C'est juste, je ne vais pas vous donner une prime pour ça. Un autre exemple, j'ai un service technique
Ils me disent oui, de toute façon, il faudrait qu'on soit un de plus. Enfin bref, je regarde plus en détail. Ben, à 10 heures, tout le monde, où qu'il soit dans la commune, revenait au service technique pour la pause. Alors, comme il y en avait qui n'avaient pas de voiture, les lanciers. Donc, j'ai calculé et je leur ai dit, mais vous êtes rendu compte que ce petit jeu-là, c'est un équivalent temps plein de perdu. Donc, si vous voulez, sur les. Alors, je ne parle pas, si vous voulez, des arrangements dans les communes, enfin, dans les petites. Tu ne voudrais pas nous faire ça, là, s'il te plaît, j'ai ce travail, mais et la personne le fait parce qu'en plus, ça lui plaît, elle se met à le faire. Donc, ça devient une habitude, ce qui fait qu'on est en dehors des clous de l'organisation qui était prévue initialement. Donc, c'est-à-dire que si vous rentrez dans l'IA avec des pertes d'équivalent temps plein, avec des petits arrangements, et que vous partez sur des salles de mouvement. C'est-à-dire que je pense que dans beaucoup de communes, il y a énormément d'équivalents temps plein à récupérer pour permettre, mais ça veut dire que les petits arrangements, oui, mais lui, de toute façon, on sait qu'il ne travaille pas, mais comme c'est le copain du maire, et ainsi de suite, enfin, je vous en passe des meilleurs. J'ai vu la commune où il y a un monsieur qui est malvoyant, mais il a mis le tracteur tondeuse dans le lac. D'accord. Bon, enfin bref, j'ai la photo, hein, je ne sais pas. Voilà. Donc, il y a tout ce travail que vous avez à faire et qui va vous permettre après de voir plus clair pour dire. Je vais être rapide, clair, par rapport à votre question. La réponse pour moi, c'est non. Pour quelle raison? SAP, vous connaissez. C'est un logiciel super. Je travaille avec des clients, j'ai des clients dans le domaine de l'entreprise qui utilisent SAP. La question, c'est on veut faire ça. Ah oui, mais c'est compliqué, il faut le développer, on n'a pas le temps. Enfin bref, votre question, on verra plus tard. Le problème, votre question est très importante parce que justement, elle permet de définir exactement à qui je m'adresse, à quel moment et pourquoi. C'est, est-ce que je délègue à une personne la responsabilité de générer mon intelligence artificielle, ou est-ce que je choisis, comme ce que vient de dire Anne, c'est, je choisis sur tel sujet une personne performante, c'est-à-dire que ça peut être la reconnaissance faciale, ce que je fais, mais ils vont proposer un service. Mais pour moi, le plus important, c'est de ne pas retomber dans ce que j'ai connu avec l'arrivée de l'informatique, où vous créez une chapelle, qui est que certaines personnes sont dans la chapelle, que ce soit en interne ou en externe, et quand vous arrivez avec des questions, ah ben non, on ne peut pas, ou il ne faut pas. L'intelligence artificielle, pour moi, sa survie, c'est que tout le monde se l'approprie, et qu'on sache la rendre accessible, indépendamment du niveau. Si on a besoin de personnes particulièrement performantes, on va la chercher sur un sujet déterminé. À ma connaissance, actuellement, il y a 3 types de puces. Il y a la puce qu'on met dans le cerveau, qui est connectée directement au cerveau. Il y a une puce externe qui est connectée au cerveau via le vaisseau sanguin. Et il y a la puce que l'on met sous la peau. Par exemple, il y a une entreprise suédoise qui propose de mettre une puce. Si vous allez prendre votre café, vous passez la puce, c'est bon. Le vrai problème que pose la puce dans le cerveau, c'est qu'ils ont prévenu que si elle se mettait à chauffer, ça pouvait causer des désordres. C'est la seule fois où vous pourrez utiliser la fameuse formule qui a pété un câble. Donc, sur le principe, je dirais que les puces dans le cerveau, enfin pour moi, on a suffisamment à faire sans puce dans le cerveau.